Arnaud Bertina, j'avais décidé de le mettre à la fin du programme parce que je pense qu'il est le plus jeune d'entre nous. Je fais cette hypothèse, puisque je l'ai eu comme étudiant, et j'ai l'impression que c'était l'année dernière, mais il m'a dit tout à l'heure que c'était il y a beaucoup plus longtemps que je l'avais eu comme étudiant. Mais c'est l'avantage de ce métier, c'est qu'on a l'impression que c'était toujours l'année dernière qu'on avait eu quelqu'un, qu'on avait connu quelqu'un. Donc, la raison pour laquelle je voulais qu'il termine la journée, pour laquelle je l'avais invité l'année dernière, c'est parce qu'il est un jeune écrivain et que je voudrais avoir l'opinion d'un jeune écrivain sur la fin de la littérature. Voilà. Et qu'il a écrit un certain nombre de romans depuis que je ne l'ai plus eu comme étudiant, mais j'ai suivi au cours des années ce qu'il faisait. Alors, je ne sais pas bien ce qu'il va nous dire, puisque son titre évoque Stendhal. Stendhal, conclure ou non, telle est la question. Et je lui donne la parole. Merci beaucoup. Je vais commencer moi aussi par exprimer ma reconnaissance à la fois pour l'invitation, mais aussi ma gratitude pour le plaisir que j'ai pris à préparer cette communication et puis aussi à écouter toutes les communications là, de la journée. J'avais peut-être un petit peu coupé avec ce type-là d'études et je les ai retrouvées avec vraiment beaucoup de plaisir. Le professeur Compagnon l'a dit, je ne suis pas universitaire, j'ai écrit des romans. J'espère que, en parlant de Stendhal, l'universitaire qu'est Anne Jefferson, qui a écrit sur Stendhal, ne m'en voudra pas justement d'aller sur son terrain. J'espère l'avoir fait quand même avec un petit peu de rigueur, et peut-être l'ai-je fait aussi en tant que romancier. Alors, je ne vais pas utiliser ce cliché qui consiste à dire que, en parlant de Stendhal, je parle peut-être un peu de moi aussi, mais ce qui serait très abusif ou très arrogant, mais peut-être y a-t-il un petit peu de ça dans l'art poétique que j'essaye de déplier dans cette communication. Comment finir? Comment clore une vie d'écriture? Quelle touche finale apporter à une forme pour la parachever? Alors, il y a peut-être aux deux extrémités, il y a deux attitudes peut-être. La première, ce serait de prolonger une logique à l'œuvre déjà repérée, en radicalisant cette logique peut-être. Donc, par exemple, les derniers feux de Beckett qui continuent d'organiser un peu la raréfaction de l'air. Et à l'inverse, il peut y avoir l'idée ou le désir de l'auteur de rendre l'œuvre infiniment déconcertante, c'est-à-dire d'utiliser sa dernière cartouche pour peut-être surprendre. Les lecteurs, les commentateurs pensaient que l'œuvre allait dans telle ou telle direction, et voilà que tout doit être reconsidéré à la lumière de la dernière publication. Et là, contre toute logique, finir signifierait redevenir insaisissable, inattendu. Par exemple, j'ai en tête le second Faust, qui déconcerte même les lecteurs de Goethe. Si Stendhal s'est posé cette question, il n'a pas eu le temps d'y apporter une réponse. Alors qu'il a 57 ans, en janvier 1840, on est donc 8 mois après la parution de La Chartreuse de Parme, il fait une première syncope. Une seconde attaque le frappe en mars 1841, et le 22 mars 1842, c'est la troisième attaque, celle dont il mourra le lendemain. Soit 3 coups très réguliers, non pour annoncer, comme le veut la tradition au théâtre, le début d'une représentation, mais bien plutôt la fin de celle qui vient d'être donnée, à savoir la vie d'un génie que tous ses contemporains trouvèrent étrange, incernable. Si Stendhal n'a pas eu le temps d'apporter une réponse explicite à cette question, il est possible d'esquisser la réponse qui aurait été la sienne, car il y a répondu à chaque étape de sa vie d'écrivain en quelque sorte. Comment finir aura en effet été la grande question posée par sa dynamique d'écriture à l'auteur qu'il était, puisque de tous les classiques de la littérature, il est certainement celui qui aura laissé le plus grand nombre de manuscrits inachevés,
au nombre desquels 2 livres se distinguent, car ils sont aujourd'hui considérés comme d'authentiques chefs-d'œuvre, malgré leur inachèvement, l'autobiographie Vie de Henri Brulard et le roman Lucien Leven. Une réflexion comme ça en passant, il faut être étonnamment prodigue pour se payer le luxe de laisser de tels chefs-d'œuvre inachevés. Pourquoi Stendhal a-t-il interrompu le cours de ses chantiers ? Les raisons ne sont pas bien connues. Pour Lucien Leven, il est fait état d'un risque de censure par la police du roi Louis-Philippe. Mais quand on écrit l'équivalent de 800 pages dans la collection Folio, la police a déjà de quoi faire. Donner une fin au roman ne reviendrait pas à aggraver son cas. Et certains terminent des manuscrits qu'ils réservent à la postérité. Chateaubriand, par exemple, qui assista contre son gré à la publication des Mémoires d'Outre-Tombe. Elle devait paraître de manière posthume, mais son éditeur lui força la main en conditionnant l'avance qu'il proposait à la parution effective du texte. Cette question, finir, sera si souvent rejouée que les éditions 10-18 pourront publier en 68 un volume intitulé « Stendhal, roman abandonné ». Avançons une première explication. Ces manuscrits inachevés attesteraient une forme de désinvolture. Stendhal n'écrivait que porté par le bonheur d'écrire. Si celui-ci venait à se raréfier, aucun autre combustible ne se présentait à l'écrivain qui lui donnerait l'envie ou l'énergie de terminer. Devenir l'artisan qu'il n'était pas dans les jours où il commençait un nouveau livre, où il n'était qu'une plume allègre, voilà ce qui relevait de l'impossible. Comme l'écrivait Michel Crouzet dans la préface au roman abandonné que je viens de montrer, l'invention gémissante n'est pas le fait de Stendhal. À l'inverse de Flaubert, dont la correspondance regorge de plaintes qui trouvent leur origine dans le fait d'avoir passé 3 jours sur une virgule, de vivre un calvaire à cause de l'écriture, à laquelle il sacrifierait sa vie pour des raisons absurdes, etc., l'écriture était, pour Stendhal, ce grand appel d'imagination et d'énergie qui rassemble tout l'être. C'est une expression de Jean Prévost. Mais les plumes allègres ont leur versant saturnien ou des moments de grande fébrilité. Le très flaubertien Pierre Michon n'est pas le continuateur de Flaubert quand il dit « Le roi vient quand il veut », formule qu'il affectionne au point d'en avoir fait le titre du gros volume rassemblant 20 années d'entretien sur son œuvre. Car c'est bien plutôt Stendhal qui aura passé son temps à guetter le roi, à tenter des invocations en commençant des livres, avant de constater que le roi n'y est pas et d'abandonner le projet. Après Le Rouge et le Noir, Stendhal multiplie les mines, les œillades, les offrandes aux dieux ou au roi, mais rien à faire, il ne va pas au bout, l'énergie retombe avant, le désir n'est plus là, et un constat s'impose, il s'est précipité au-devant d'un sujet de roman qui n'était pas pour lui. J'ouvre ici une parenthèse peut-être innocente, car si ça se trouve, la critique l'a déjà relevé plusieurs fois. Proust a pris la fameuse conclusion d'un amour de Swann à la Chartreuse de Parme, que je cite « Voilà justement le châtiment de ma sottise, se dit Fabrice, je me serais damné pour un péché qui ne me semblait point aimable. » Après Le Rouge et le Noir, il faudra que Stendhal en passe notamment par les 800 pages donc, de Lucien Leven avant de réussir à nouveau à terminer un chef-d'œuvre, La Chartreuse de Parme, qu'il achèvera au prix d'un confinement de 52 jours avec son cousin. Moi, au mois de mars et avril dernier, j'étais confiné aussi. Ça n'a pas donné La Chartreuse de Parme. Mais ça, c'est une autre question. Comme le rappellera ce grand stendhalien qu'était Julien Gracq, ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, mais la promesse des ouvertures. Cela vaut pour les romans abandonnés, comme pour La Chartreuse. Alors qu'on me permette de citer ce fragment qui se trouve dans Lettrine, qui est un peu long, qui nous emmène ailleurs, mais vous allez voir pourquoi je l'ai sélectionné. Donc Julien Gracq. J'interroge Breton sur la curieuse tentative qu'il fit avec Aragon, Vitrac et un 4e dont le nom m'échappe, pour mettre en pratique le précepte du manifeste « Partez sur les routes ». Ils tirèrent au sort le point de départ, qui se trouva être un village du Loir-et-Cher. À partir de là, ils avancèrent au hasard dans la campagne, tantôt à pied, tantôt empruntant le chemin de fer pendant quelques stations. Les choses tournèrent fort mal. Dès le premier soir, Aragon se colta avec Vitrac, qui rentra à Paris. Les esprits, me dit-il, s'aigrirent vite. Dans les auberges de campagne, on les traitait en suspects et on refusait des chambres. Les longues étapes sur les routes augmentaient le sentiment de malaise.
L'équipée se termina rapidement dans le train de Paris et on retourna rue Fontaine. Et pourtant, ce ratage dérisoire ne porte nullement pour moi témoignage contre une entreprise qui reste exemplaire. Le surréalisme est ainsi, et c'est sa gloire secrète, plein de départs qu'aucune arrivée ne pourra jamais démentir. Plein de départs qu'aucune arrivée ne pourra jamais démentir. Quel trait de génie. Stendhal, de la même manière, se moque peut-être des arrivées. Seul compte la cavalcade, qui est le corps du livre, la relance permanente du désir. Son bonheur d'écrire s'éprouve dans le vent frais des départs, dans l'enthousiasme parfois irréfléchi qui le fait se lancer dans un nouveau livre. Gracq fut le romancier du désir, de la tension, mais aux dépens de la personne désirée, comme on le découvre dans la presqu'île. Dans ce court récit, un homme attend sa maîtresse qui doit arriver par le dernier train. Il passe la journée tendu vers ce moment, la réunion des amants, tout en appréhendant ses retrouvailles. Comment le réel pourrait-il être à la hauteur de cette tension de l'imagination ? Les personnages de Stendhal, eux, font l'amour et ils s'en trouvent vraiment très bien. Le passage à l'acte ne déçoit ni n'épuise la tension sexuelle. Constater la parfaite coïncidence du fantasme et de la réalité, voilà ce qui tuerait le désir. On comprend mieux alors la définition donnée par Stendhal dans Le Rouge. Donc, définition que je rappelle, un roman, c'est un miroir qu'on promène au bord d'un chemin. Dans un miroir, le reflet n'est pas une homothétie parfaite du dehors qu'il prend en charge. On est plus proche du bâton de marche qui semblera brisé dès qu'on l'enfonce dans l'eau. Le roman miroir ne coïncide pas trait pour trait avec la réalité qu'il décrit. Les lois optiques ne le permettent pas. Cette définition est nécessaire à Stendhal. Elle maintient la possibilité d'une dissonance. Elle autorise le faux raccord. Alors on le devine, j'espère, cette première explication, la désinvolture, relève un peu du folklore individuel, tout en constituant, dans le cas de Stendhal, la partie émergée de l'iceberg. En dessous, plus profondément, elle est connectée à d'autres aspects de l'œuvre dont la portée esthétique et politique est bien plus riche. Ces autres explications découlent de ce dilettantisme, à moins que ce ne soit elle qui donne à cette façon d'être une envergure intellectuelle et artistique que je voudrais essayer de décrire maintenant. Pour déplier cela, je passe des manuscrits inachevés aux fins de romans expédiés ou balancés, et à la plus connue d'entre elles, celle de la Chartreuse de Parme. Alors, en guise de rappel, tous les personnages meurent en une seule page, comme dans un jeu de quilles ou un chamboule-tout. Le fils de Fabrice et Clélia est le premier à rendre l'âme. 5 lignes plus loin, c'est la mère du garçonnet. 28 lignes plus tard, c'est la Sanseverina. 1 ligne encore, et c'est la mort de Fabrice qui est annoncée. Le roman ne lui survivant que le temps d'une dernière phrase. Avec cette fin, qu'on pardonne, en eau de boudin, les personnages emportent le cœur du livre, désigné par ce titre, cœur qui est donc à trouver dans un ailleurs de l'histoire qui vient d'être contée. Que Fabrice meure dans cette chartreuse ne suffit absolument pas à expliquer qu'elle donne son nom à l'ensemble du roman. Je vais citer maintenant l'article de Balzac publié en 1840, le célèbre article sur la Chartreuse de Parme. Et Balzac dit « Je vous explique cette fin en 2 mots, car, malgré de beaux détails, elle est plutôt esquissée que finie. S'il avait fallu développer le roman de la fin comme celui du commencement, il eût été difficile de savoir où se serait arrêtée l'œuvre. » Et j'enchaîne avec une citation du philosophe Alain, dans la préface qu'il a donnée pour Lucien Leven. « Mais j'ai raison de dire que si cette fin, donc celle de Lucien Leven, était finie, si je puis dire, l'ensemble vaudrait bien la Chartreuse, où tout meurt à la fin, ce qui n'est pas une fin. » Si la Chartreuse de Parme est une cavalcade de bout en bout, si le livre est tout entier subordonné à cette enivrante rapidité que décrit Julien Gracq, cette dernière page, la fin de la Chartreuse de Parme, est une accélération de la cavalcade, puisqu'il faut finir. En accélérant encore à l'endroit où il faudrait décélérer, Stendhal refuse la parole aux lignes du roman qui, légitimement, demandent à se faire entendre une dernière fois. La fin d'un roman a presque toujours quelque chose de concertant. La totalité de l'orchestre joue, chaque dissonance est résolue dans un accord final que peu de lecteurs ont pu deviner exactement.
Ainsi, quand Stendhal parvient à finir, c'est en trouvant une réponse qui va dans le sens de l'obstacle, conclure, mais d'une manière paradoxale. Au moment où il faudrait assurer l'équilibre de l'œuvre, il la fragilise, il la bouscule. L'allegro stendhalien, nous dit Gracq, se mue en allegro furioso. Je me désintéresse de la fin et n'arrive pas à conclure, car c'est vouloir donner à l'œuvre une sorte d'équilibre ou de perfection formelle, ce qui m'est impossible à moi, qui ne suis pas l'artiste apollinien que réclame plus ou moins la tradition française. J'aurais l'impression de me déjuger, je dois trouver la solution à l'opposé de l'endroit où on me dit qu'elle est, je dois aggraver mon cas. Pour se convaincre de cette idée, peut-être n'est-il pas inutile d'en passer par une comparaison très rapide avec la fin de l'éducation sentimentale, comme avec celle du temps retrouvé. Flaubert finit sur une pirouette habile qui ramasse la totalité du projet en étant narquoise. Ce que Frédéric a eu de meilleur se situe dans un temps qui précède le roman, donc dans un hors-champ de la narration, et presque de sa vie, pourrait-on dire. M'intéresse ici le fait que la fin du livre est rabattue sur sa première page. Proust, lui, termine son grand œuvre sur un tour de passe-passe autrement plus complexe, car il est exempt de sarcasme. Le narrateur se dit désormais prêt à composer une œuvre qui dira à quel point, dans le temps, les hommes sont des monstres ou des géants, alors que dans l'espace, ils sont peu de choses. Soit le livre qu'on vient de lire. En terminant de la sorte, Proust superpose les regards prospectifs et rétrospectifs. In fine, le narrateur a compris une chose. Cette compréhension nouvelle et l'inquiétante présence de la mort vont lui permettre de se lancer dans l'œuvre qu'on vient de lire, qui est donc ce qu'il fallait écrire. Si le narrateur croit s'être fourvoyé dans des impasses au cours des épisodes précédents, l'auteur, et ici seulement le dédoublement devient tangible, l'auteur savait ce qu'il faisait, lui. Le narrateur entrevoit la cathédrale qu'il doit construire, alors qu'en fait, l'auteur est en train de la terminer et de la refermer sur son narrateur. Ce faisant, Proust opère à la manière d'un compositeur qui doit résoudre une dissonance en faisant d'elle l'avant-poste d'une autre lecture chromatique de ce qu'on vient d'entendre. La dissonance est résolue, le fleuve qui menaçait n'a fait que redessiner son lit. Or, Stendhal l'a écrit plus d'une fois, et l'image est devenue célèbre. Il n'a pas peur des dissonances, il n'a pas peur de ceux qui jurent. Donc, à nouveau, une citation très célèbre de Stendhal. La politique dans une œuvre littéraire, c'est un coup de pistolet au milieu d'un concert, quelque chose de grossier et auquel pourtant il n'est pas possible de refuser son attention. La fin de cette citation est moins connue que l'image du coup de pistolet, alors qu'elle est indispensable pour comprendre l'écrivain. L'œuvre sera défigurée, donc par la politique, mais elle le serait plus encore si l'on essayait de la protéger artificiellement de la politique. Une citation du Rouge et le Noir. « Si vos personnages ne parlent pas politique, ce ne sont plus des Français de 1830, et votre livre n'est plus un miroir comme vous en avez la prétention. » Voilà, parce que la malice de Stendhal est infinie, dès lors qu'il s'agit de déstabiliser ou de moquer le bon goût, ces deux lignes se trouvent dans un chapitre du Rouge, au sein duquel Julien Sorel est invité à prendre en note l'exposé d'un homme. Stendhal décide alors de trouer l'illusion référentielle en ouvrant une parenthèse dans laquelle on suivra l'échange entre un auteur et son éditeur. Le premier glisserait volontiers une ligne de point de suspension en lieu et place de la dissertation. Le second, l'éditeur, lui commande à l'auteur de reproduire au contraire les réflexions politiques du personnage, sans quoi, poursuit l'éditeur, son protégé ne serait pas fidèle à l'ambition qu'il a dite, que le roman soit un miroir promené au bord d'une route. En interrompant ainsi la scène, en nous précipitant dans la coulisse du livre en train d'être édité, Stendhal dit sa connivence avec Sterne, vie et opinion de Tristram Shandy, avec Diderot, Jacques le Fataliste, avec aussi le Nodier de l'histoire du roi de Bohême et de ses 7 châteaux, ce qui revient à rajouter une dissonance, puisqu'au prétexte d'éviter une fausse note, la politique, il se jette dans les bras d'une autre, sortir du roman réaliste, montrer les personnages en train d'être créés. On trouve un passage semblable dans le dernier livre de Céline, Nord. Alors que l'auteur raconte l'Allemagne de 1945, surgit Roger Nimier, qui lit par-dessus son épaule le manuscrit en cours et lui conseille d'essayer plutôt les comics à la place, donc la bande dessinée, s'il veut intéresser les jeunes générations et vendre plus.
la dissonance ou la déchirure contre la clôture, la dérobade ou le saccage contre la pacification et le retour au port des caravelles. Parfois, l'escamotage chez Stendhal s'étend à tout le livre. Dans Rome, Naples et Florence, force est de constater que Stendhal décrit surtout Bologne et Milan durant les 230 premières pages. Les 70 pages suivantes sont consacrées à Florence et à Naples, et les 20 dernières seulement à Rome. Il lui faut donc toujours être ailleurs, toujours trahir le pacte qu'il a édicté, le cadre qu'il a posé lui-même. Il lui faut rester insaisissable. Le lecteur de la Chartreuse est ainsi tenu en haleine, en quelque sorte, tout au long du roman, en se demandant quel rôle, de premier plan nécessairement, cette Chartreuse va pouvoir jouer au sein de l'histoire. Aucun, en quelque sorte, sauf à dire qu'elle est faite du mur que se prend le lecteur, alors que lancé à pleine vitesse sur les basques des personnages, il découvre cette fin qui n'en est pas une. J'aborde maintenant un autre pan de la réponse à la question « Comment finir s'il faut à toute force finir ?» Victor Hugo a détesté le rouge et le noir. Citation, « Chaque fois que je tente de déchiffrer une phrase de cet ouvrage, c'est comme si on m'arrachait une dent. Stendhal ne s'est jamais douté un seul instant de ce que c'était qu'écrire. » Quant à Balzac, il écrivit donc dans son article de 1840 « Le côté faible de cette œuvre est le style en tant qu'arrangement de mots, car la pensée, éminemment française, soutient la phrase. Les fautes que commet M. Bell sont purement grammaticales. Il est négligé, incorrect à la manière des écrivains du XVIIe siècle. Les citations que j'ai faites montrent à quelle sorte de faute il se laisse aller. Tantôt un désaccord de temps dans les verbes, quelquefois l'absence du verbe, tantôt des « c'est », des « ce que », des « que » qui fatiguent le lecteur et font à l'esprit l'effet d'un voyage dans une voiture mal suspendue sur une route de France. Ces fautes assez grossières annoncent un défaut de travail. Sa phrase longue est mal construite, sa phrase courte est sans rondeur. Alors cet aspect n'est pas le plus facile à mettre en évidence car notre oreille n'a plus la mémoire de cette langue qui fut un modèle d'élégance ou d'efficacité pour ceux de 1840. Certaines audaces surprennent encore aujourd'hui. Une de mes préférées, c'est ce raccourci que prend Stendhal lorsque le comte Mosca redoute qu'apparaisse le mot d'amour entre Fabrice et sa tante. La citation est la suivante. « Pendant le voyage, le hasard peut amener un mot qui donnera un nom à ceux qu'ils sentent l'un pour l'autre, point virgule, et après, virgule, en un instant, virgule, toutes les conséquences, point. Et après, en un instant, toutes les conséquences. » Mais bon, quant au reste, aiguillonné par Hugo, Balzac et quelques autres, il nous est possible de traquer ces négligences qui, autrement, ne feraient teinter pour nous aucune clochette. Avec les contemporains de Stendhal, nous constatons que ces incorrections auront été nombreuses et peut-être disqualifiantes. Et c'est vrai que si on reprend la citation de tout à l'heure, un coup de pistolet au milieu d'un concert, quelque chose de grossier et auquel pourtant il n'est pas possible de refuser son attention, et auquel pourtant ressemble quand même à un virage mal négocié. On est en 4e et on doit repasser rapidement en seconde, le moteur tousse, la voiture broute. Sans doute Stendhal aura-t-il voulu prendre la mort de vitesse, non pas la sienne, mais celle de la vie désirante. Il lui fallait aller plus vite que les formes de recouvrement ou d'encadrement. Polir sa phrase, lui donner un tour élégant ou convenable, la peigner, la rendre moins hirsute ou déconcertante, voilà ce qu'il n'aura pas pris le temps de faire. Il aurait su le faire, car en homme riche de quantité de citations, il avait dans l'oreille cette langue que Balzac suggère ou demande. Mais ça ne l'a pas intéressé, ou mieux, il s'est méfié de ce travail et des raisons pour lesquelles il aurait dû le faire. On peut aussi déduire de ces choix faits par Stendhal une certaine idée de l'œuvre d'art. Une fin si bâclée que l'absence de moralité apparaît crûment. Des phrases ou une syntaxe très relâchée. Si ces défauts de fabrication indiffèrent l'écrivain qui ne parie que sur la vitesse d'exécution pour essayer d'enrhumer le charme, un certain type de beauté, c'est que l'œuvre tient, solide malgré les défauts qu'on vient de dire. Elle ne relève pas du bien écrire ni du bien composer. On lit aujourd'hui Henri Brulard comme on lit Madame Bovary ou La Princesse de Clèves, qui sont exactement à l'opposé. À nouveau une citation de Gracq.
dans la page de Stendhal, il y a 10 fois moins à glaner pour l'explication française d'un candidat que dans celle de Balzac ou de Flaubert. Comme romancier, il ne relève que de ces ensembles, parce qu'il réside à peu près tout entier dans son mouvement. À un certain point de combustion, les défauts de fabrication ne comptent pour rien. Cette conception de l'art nous est étrangère, je crois. La poétique française est plus souvent traversée par l'idée d'artisanat. La France n'a pas eu son Tintoret ou son Goya. Elle n'a pas eu cette furie qui emportait jusqu'à la façon de faire, de peindre ou de composer. Les romantiques, Hugo en tête, voulaient ouvrir l'espace artistique au bizarre, mais ils l'ont fait dans des formes admises ou admissibles. Malgré le programme déroulé par la préface de Cromwell et malgré la bataille d'Hernani, force est de constater que Victor Hugo fut considéré de son vivant comme un génie. En écrivant à la diable, comme Rousseau disait vouloir le faire dans une préface des Confessions, Stendhal se refusait à devenir l'artisan que tout artiste français doit être plus ou moins. Qu'on ait lu ou non la totalité de l'art poétique de Boileau, on a évidemment tous en tête ce vers qui est devenu une maxime, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Flaubert sera cet artisan, et presque tout le XXe siècle français le sera également, à la suite du maître de Croisset, comme l'appellent certains. De nos jours, les romanciers continuent de se distinguer en expliquant avoir passé des heures ou des journées sur telle ou telle proposition relative. Ce serait un gage, une façon de montrer patte blanche ou de faire état de ces quartiers de noblesse. Au contraire, Stendhal semble dire que l'œuvre supportera ce bâclage, ce saccage, cette déception. L'œuvre supportera ces mauvais traitements car elle ne tient pas à ça en fait. Elle ne tient pas à la perfection de telle ou telle image, à l'élégance de telle ou telle phrase. Pour me faire comprendre, permettez-moi une embardée en direction de Dostoïevski. Traduit en français dès les années 1880, au prix de caviardage et de réécriture incessante, l'auteur de Crimes et Châtiments fut adapté sans ménagement au goût français. Des passages entiers étaient supprimés. La langue était tout le temps pacifiée. Cela jusqu'à nous, puisque j'ai lu une première fois Les Possédés dans la seule traduction disponible autour de 1990, celle qu'éditait Folio, où, par exemple, la confrontation entre Kirillov et le narrateur se conclut par une dernière question embarrassée du narrateur. « Mais dites-moi, Kirillov, si vous permettez, faites-vous toujours des fautes de russe comme ça ?» Or, cette question est incompréhensible dans cette version-là, puisque Kirillov s'exprime à peu près correctement dans la traduction de Boris de Schlosser. Il faut lire ce roman dans la traduction d'André Markovitch pour découvrir la langue tumultueuse, rugueuse et fautive de Kirillov, qui justifie ensuite cette question du narrateur. Pourquoi cette digression russe pour parler du plus italien des écrivains français ? Pour en venir à ceci, même défiguré, le premier Dostoïevski s'est imposé au lecteur français comme un romancier de tout premier ordre. Des traductions fidèles finiront par être publiées, mais le combat a été d'emblée gagné. Même rogné sur les bords, discutable et inconvenant, La Chartreuse de Parme a fini par être considérée comme un chef-d'œuvre. Évoquer ici toutes ces fins escamotées par Stendhal permet de mettre en lumière à quel point il aura sans doute été l'écrivain le moins métaphysique de toute la littérature française, le moins hanté par l'idée de devoir finir un jour, puisque l'idée de mouvement est imprimée dans Lucien Leven comme dans La Chartreuse de Parme, puisqu'elle a été gagnée. Les forces de l'ordre sont momentanément défaites, le recouvrement de l'élan vital n'a pas eu lieu, et les défauts de fabrication ne doivent pas être corrigés, car le roi, celui de Pierre Michon, pourrait s'en agacer et se retirer dans ses appartements. Mais je sens que je suis en train de conclure, de refermer le propos, de le chapeauter avec un plumet, par exemple, à cet adjectif comme ça, métaphysique, qui pourrait me donner une allure saugrenue si on rapporte cette intention de conclusion à ce que je viens d'esquisser concernant Stendhal. Je préfère donc m'épargner ce ridicule et rendre le micro. Pour avoir parlé de Stendhal et de cette absence de métier chez lui.
En fait, Balzac, dans son fameux article sur la Chartreuse de Parme, c'était moins la dernière page expéditive qu'il condamnait que les 100 dernières pages qu'il voulait supprimer. Balzac, dans la Chartreuse de Parme, voulait supprimer tout le début jusqu'à Waterloo, voilà. Et toute la fin, l'intrigue entre Clélia et Fabrice. Donc, ce qu'il demandait, c'était la suppression de vraiment deux gros morceaux. C'est nous qui, plutôt, parlons de cette fin expéditive et qui en sommes choqués, puisque Balzac, il voulait supprimer beaucoup plus. Et ce qui pose la question, vous avez posé comme problème conclure ou non, telle est la question, mais il y a aussi commencer ou non, telle est la question, puisque ce que Balzac disait, c'est que Stendhal ne savait pas commencer un roman. Et il y avait le même problème du début et de la fin, donc de toute la composition du roman. Et puis il y a une autre question qui intervient, c'est à propos de l'inachèvement, c'est le changement de nos goûts et de notre esthétique. Nous aimons les fragments, nous aimons les œuvres inachevées aujourd'hui. Et on pense toujours aux pensées de Pascal. Si Pascal avait fait les pensées telles que... Parce que Pascal, il ne savait pas conclure non plus. Si Pascal avait fait les pensées telles qu'il les concevait, ça aurait été un traité illisible qui nous intéresserait très peu. Mais quand après sa mort, on a trouvé ces fragments, ils ne savaient pas quoi en faire. Ça leur paraissait absolument insensé. Et puis c'est seulement peu à peu qu'on a commencé justement à se passionner pour la dimension fragmentaire de l'œuvre, de même que pour l'inachèvement d'Henri Brulard. Donc il y a une nécessité, me semble-t-il, de tenir compte du fait que l'esthétique a beaucoup changé en faveur du fragment et de l'inachèvement. Alors peut-être que ça affecte moins les romanciers contemporains, parce qu'on voudrait qu'un roman d'aujourd'hui soit moins fragmentaire ou moins inachevé, ne se donne pas comme inachevé, mais on a le culte de l'inachevé dans justement les œuvres posthumes. Si on avait du Roth, du Philippe Roth inachevé, on ne demanderait que ça. Regardez, la semaine dernière, on publie du Proust inachevé. Ça fait un tabac, plus que l'œuvre achevée aujourd'hui. Donc il y a même tout un goût de cela qui a énormément changé. Oui, c'est certain. Après, ce qu'il y a là, en l'occurrence, c'est que la critique de Balzac portant vraiment sur la composition générale de la Chartreuse de Parme, elle est amusante parce que c'est comme s'il n'avait pas compris que, d'une certaine manière, mais parce qu'il ne disposait pas de Lucien Leuven au moment où il dit ça, Balzac, c'est comme s'il n'avait pas perçu que, en fait, le vrai cœur de l'écriture de la Chartreuse de Parme, comme de Lucien Leuven, c'est plutôt une sorte de mouvement continu. C'est-à-dire que quand on lit, enfin en tout cas ça a été mon expérience de lecture pour Lucien Leuven, qui fait donc 800 pages, et ben ça pouvait continuer encore 300 pages. En fait, d'une certaine manière, le roman pourrait ne pas s'arrêter du tout. Et je pense que c'est ce il approche cette question-là dans sa critique de la Chartreuse, en disant le début ça va pas, la fin ça va pas. En fait, s'il avait été plus dans une position d'acceptation, il aurait peut-être touché ça du doigt, de dire en fait c'est une sorte de mouvement continu de l'écriture. C'est un peu ce qui touche, puisqu'il dit la fin, en gros les 70 dernières pages, il dit ça ne devrait pas être là parce que c'est trop court. Donc c'est un autre roman. C'est un autre roman. C'est un autre roman, donc c'est la suite. Il faudrait le traiter séparément. Et alors ça touche aussi une autre question, qui est importante avec Stendhal, c'est que Stendhal n'est pas un romancier, quoi. Il a écrit 2 romans, mais
c'est un intellectuel. Alors vous dites, c'est ça qui touche la question, vous dites, c'est le moins métaphysique des écrivains, mais c'est quand même le plus intellectuel. C'est le plus comment dire, le plus essayiste. Oui, il y a une passion des idées quoi, chez lui, qu'elles soient politiques ou esthétiques. Ouais. Il a écrit beaucoup d'essais avant d'écrire un roman. Quoi. Et d'une certaine manière, il est trop intelligent pour faire un roman comme Balzac. C'est ça. Hein. Bon, j'avais dit une fois, mais ça n'avait pas été bien pris, que pour faire un roman, il faut être un peu bête. Quoi. Et chez Stendhal, il n'y a pas cette possibilité d'accepter cette bêtise. Il est trop intelligent. Quoi. Oui, et tous ces, je ne sais plus qui pointait ça, justement, c'est la différence entre Balzac et lui, c'est que Balzac, quand il fait parler des personnages, il a cette oreille qui l'amène à faire attention, justement, à les singulariser, alors que chez Stendhal, tout le monde est intelligent de la même manière, mais qu'il y a une espèce d'intelligence émerveillée partout dans Stendhal, et qui est effectivement plus la sienne que celle vraiment de personnages qui prendraient un peu leur indépendance. Qui veut intervenir sur ce point? À l'écran, ou Anne Jefferson, qui a été interpellée? Non? On n'entend pas sa voix, mais... Anne, veux-tu dire quelque chose? Non, juste que je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit, et le mot qui me revient en vous écoutant, c'est le mot brio, dont se sert Stendhal dans la Chartreuse de Parme, qui représente pour lui, je crois, une espèce d'esthétique tout en mouvement et tout en bonheur aussi. Et je crois que c'est à ce brio qu'il aspire et qu'il a peut-être le mieux réussi dans la Chartreuse de Parme. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au départ, la Chartreuse de Parme, c'était une nouvelle qui a en quelque sorte explosé pour devenir un roman qui n'a pas pu terminer comme les autres d'ailleurs. Non, j'ai rien à ajouter. Ah, si, quand même, en rapport avec ce que vient de dire Antoine. Là, c'est que Stendhal disait qu'il serait compris en 1935, donc il anticipait en quelque sorte la possibilité d'une compréhension plus en accord avec sa propre approche, bien que cette approche était grandement nourrie par le XVIIIe siècle. Donc, il est tiraillé entre des esthétiques différentes, ou surtout l'esthétique du XVIIIe siècle, pardon, c'est une esthétique qui privilégie l'intelligence. Il y a de ça aussi. Et non, je termine là-dessus. Rien à ajouter. Merci pour ce bel exposé. Je suis bien contente de vous entendre parler de Stendhal et surtout de cette manière. Merci. Merci, Anne. Qui veut prendre la parole encore? Bruno, venez au micro. Merci Arnaud. On ne se connaissait pas, nous non plus, tous les deux, mais franchement, un grand merci. J'ai l'impression d'avoir... Vous pouvez enlever votre masque, on vous entendra mieux. C'est vrai, pardon. J'ai l'impression d'avoir entendu une communication très stendhalienne, très, très heureuse, très enlevée, vraiment parfaite dans le genre. J'ai rien à ajouter non plus, mais je ne peux pas m'empêcher de prendre la parole. Alors, je suis content que Anne vienne de rappeler le fameux 1935. Je ne sais pas quel est ton sentiment là-dessus. Comment tu l'interprètes? Mais moi, je ne suis pas surpris d'entendre Anne le rappeler, elle qui connaît si bien Sarraute, parce que il me semble, c'est vraiment une pure intuition, je ne sais pas. J'ai relu la Chartreuse il y a très très peu de temps là, mais il me semble qu'il y a une. C'est une question finale. Ah, pardon. Voilà. Il y a une très grande proximité entre
entre la façon d'écrire de Stendhal et parfois celle de Sarraute aussi, c'est-à-dire au bord du monologue intérieur tout le temps. C'est-à-dire que le mouvement dont tu parlais, qui est celui de l'action, de la cavalcade, etc., c'est aussi le mouvement de la pensée, de l'aparté, de la projection de ce que peuvent penser tel ou tel personnage. Ça ne m'avait pas frappé quand j'avais vu ça l'avant-dernière fois. Je ne sais pas combien de fois j'en suis. Mais là, j'ai été très frappé par ça. Qu'est-ce que tu penses? C'est une vraie question. Toi qui as l'air de si bien connaître, qu'est-ce que tu penses? Je pense que le 1935, on peut le comprendre maintenant, mais peut-être, si ça a un rapport avec cette façon d'avancer dans la psychologie, mais qu'on ne pouvait effectivement pas le comprendre en 1940. Tu ne veux pas venir le dire ici parce que ça ne sera pas enregistré sinon. Et c'est important ce que tu dis. Il faut vous substituer l'un à l'autre. Le parallèle avec Nathalie Sarraute, je ne suis pas capable de le prolonger. Mais pourquoi Stendhal n'avait d'autre solution que d'imaginer être lu bien plus tard? C'est sans doute parce qu'il était trop remuant sur le plan esthétique, comme j'ai essayé un petit peu de le dire, c'est-à-dire avec cette désinvolture qui était peut-être si peu française, mais aussi sur le plan politique. Je veux dire, c'est quand même symptomatique de voir que l'auteur qui aura le plus voulu parler de politique était justement celui qui était le plus incernable sur ce terrain-là. C'est-à-dire qu'il y a une phrase très célèbre de lui qui fait écho à Tocqueville, où il refuse radicalement la République américaine en disant « je ne veux pas faire ma cour à un fabricant de chaussures ou à un bottier ». Donc il y a une phrase d'un mépris incroyable. Il dit « je préfère faire la cour au roi ». Mais à côté de ça, les royalistes qu'il montre, notamment dans Lucien Leven, sont consternants de bêtises, de fatuités, etc. Donc en fait, on ne sait pas où il est. Or, au XIXe siècle, ce qui a été un lieu de tant de révolution et de tant de lutte, il fallait à tout prix quand même qu'on puisse dire où vous étiez, quoi. Donc Victor Hugo, c'était tout à fait facile de dire où il était. Flaubert, c'est tout à fait facile de dire où il est, etc. Et je crois que Stendhal, en étant à ce point... oui, voilà. Et Stendhal, en étant à ce point prime sautier, dans vraiment une acception un peu lourde du mot, de l'adjectif, était trop difficile à raisonner, et donc tout le monde s'en méfiait. C'est-à-dire qu'on le lisait, mais on ne voulait pas lui faire confiance parce qu'on craignait de ne pas bien l'avoir compris. On se succède, là, je veux bien. Oui, alors, je suis entièrement d'accord avec ça, mais vraiment, vraiment très, très convaincu. Il n'empêche, en plus, ce que tu as cité comme phrase, le rythme de la phrase, tu dis c'est peut-être un virage un peu mal négocié, etc. Moi, je ne ressens pas ça. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, en 1840, c'était pas possible, quoi. Mais en même temps, ça correspond exactement en politique à ce que tu dis, en esthétique, en art, quand il parle de la peinture, à la même chose. Il avance comme ça. Et finalement, la cavalcade, dont tu as si bien parlé, c'est ça aussi. C'est-à-dire que ça avance dans la pensée, dans le sous-entendu à peine exprimé, mais quand même qu'il faut rendre absolument perceptible. Et finalement, ça, je ne sais pas si c'est une manière qui n'a même pas été théorisée par lui qui théorisait surtout, mais qui en même temps fait sa marque. Là, j'étais vraiment frappé très, très dernièrement par cette façon d'avancer à la limite du monologue intérieur, quoi. Moi, je pense que pour les profs qui font les profs de stylistique dans les facs, je les plains avec Stendhal, c'est pas possible. Ça part de tous les côtés et on ne sait jamais exactement dans quel régime on est. Il échappe à tout, comme en politique. Bien. Il me reste à vous remercier les uns et les autres d'être venus ou d'avoir été présents à l'écran. Je voudrais remercier Lisa, qui était mon assistante l'an dernier au collège et qui a eu une prolongation, comme moi, pour finir mon cours de l'an dernier et ce séminaire, qui est donc la dernière activité de la chaire. Je voudrais remercier Marion, mon assistante, mais elle n'est pas là, mais c'est elle qui a organisé également les choses. Les régisseurs du collège qui, au cours de toutes ces années, ont été toujours présents. Et puis vous, bien sûr,
qui avaient participé. Alors, on est dans une circonstance un peu étrange, dans ce grand amphi où on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec l'homme qui est derrière la caméra, et alors qu'il y a plus de 400 places. Mais c'est comme ça qu'on vit, et avec vous à l'écran, je crois que ça s'est très bien passé. On découvre des façons de travailler qui finalement sont efficaces et sympathiques. Et donc, ce n'est pas plus mal. J'ai envie de conclure simplement en reprenant ces mots qui étaient ceux de Nathalie Sarraute. Hein. C'est ma dernière activité de professeur, mais que faire d'autre? Donc, eh bien, que faire d'autre? On va sans doute continuer à enseigner d'une manière ou d'une autre et à écrire quelques petites choses. Donc, merci à vous tous. J'espère vous revoir bientôt. Pour de vrai, physiquement.